Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 9. Le sommeil et la mort. Les plans de conscience. Tout le monde n'est pas capable de sortir de son corps consciemment, ni d'élargir consciemment son mental ou son vital. Mais beaucoup de gens le font inconsciemment dans leur sommeil, c'est-à-dire au moment précis où les petits jeux de la personnalité frontale sont moins encombrants et moins étroitement absorbés dans leurs préoccupations superficielles. Ces divers jeux expriment une fraction de la réalité, celle que l'on voit à l'œil nu, mais d'immenses domaines s'étendent par derrière. Déjà, nous avons parlé d'un mental universel, d'un vital universel, d'un physique subtil derrière cette pellicule physique. Il s'agit donc de recouvrer l'intégralité de notre réalité universelle. Il y a 3 méthodes ou 3 stades pour ce faire. Le premier, qui est à la disposition de tout le monde, c'est le sommeil. Le second, plus rare, repose sur l'extériorisation consciente ou les méditations profondes. Et le troisième, qui représente déjà un niveau avancé de développement, où tout est simple. On peut se passer du sommeil et des méditations et voir de toutes les façons, les yeux grands ouverts au milieu même des autres activités, comme si tous les degrés de l'existence universelle étaient présents sous nos yeux et accessibles par de simples déplacements de conscience. Un peu comme quand on ajuste son regard d'un objet proche à un objet plus lointain. Le sommeil est donc un premier instrument de travail. Il peut devenir conscient, de plus en plus conscient, jusqu'au moment où nous serons suffisamment développés pour être continuellement conscients, ici ou là, et où le sommeil, comme la mort, ne seront plus un retour à l'état végétatif ou une dispersion en nos composants naturels, mais simplement un passage d'un mode de conscience à un autre mode de conscience. Parce que, en vérité, la ligne de séparation que nous avons tracée entre le sommeil et la veille, la vie et la mort, répond peut-être à une observation des apparences extérieures, mais elle n'a pas de réalité essentielle. Pas plus que nos frontières nationales n'ont de réalité pour la géographie physique ou que l'extériorité colorée et immuable d'un objet n'a de réalité pour la physique nucléaire. En fait, il n'y a pas de séparation, sauf pour notre inconscience. Et les deux mondes, ou plutôt celui-ci et les innombrables autres, coexistent constamment, sont constamment entremêlés. Et c'est seulement une certaine façon de percevoir la même chose qui nous fait dire, dans un cas, je vis, et dans l'autre, je dors, ou je suis mort. Si nous sommes assez conscients pour nous en apercevoir. De même qu'il est possible d'avoir différentes expériences d'un même objet, suivant qu'on le regarde au niveau particulaire, atomique, moléculaire ou extérieur. L'ailleurs, entre guillemets, est partout ici. Nous avons attaché une valeur unique et exclusive aux divers symboles qui forment notre vie physique extérieure parce qu'ils se trouvent immédiatement sous notre nez. Mais ils ne sont pas plus
ou pas moins valable que les autres symboles qui constituent notre vie extra-physique. La réalité d'un objet n'annule pas, la réalité atomique d'un objet n'annule pas et n'est pas séparée de sa réalité extérieure et vice-versa. Et non seulement les autres symboles sont aussi valables que nos symboles physiques, mais nous ne pouvons rien comprendre vraiment à nos propres symboles si nous ne comprenons pas tous les autres symboles. Sans la connaissance des autres degrés de réalité, notre connaissance du monde humain ordinaire est aussi incomplète et aussi fausse que le serait une étude du monde physique sans la connaissance des molécules, atomes et particules. On ne comprend rien tant que l'on n'a pas tout compris. Il existe aussi une gradation infinie de réalités coexistantes, simultanées, sur lesquelles le sommeil nous ouvre une lucarne naturelle. Car en définitive, si nous sortons de la classification superficielle vie, mort, sommeil pour aller à une classification essentielle de l'univers, nous voyons que du haut en bas, j'ai tenté qu'il y ait un haut et un bas, cet univers n'est rien d'autre qu'un continuum de conscience-force, ou, comme le dit Sri Aurobindo, une gradation de plans de conscience qui s'échelonne sans interruption de la matière pure à l'esprit pur. Physique subtile, vitale, mentale, supramentale. Nous pouvons employer d'autres termes, s'il nous plaît, un autre vocabulaire, mais le fait reste le même. Et que tout se situe au sein de ces plans, notre vie et notre sommeil et notre mort. Il n'est nulle part où aller en dehors de là. Et non seulement tout se situe là, mais tout coexiste là, sans séparation. Vie, mort, sommeil sont simplement différentes positions de la conscience au sein de cette même gradation. Quand nous sommes éveillés, nous recevons des vibrations mentales ou vitales qui se traduisent par certains symboles, certaines façons de voir, de comprendre ou de vivre. Quand nous sommes endormis ou, entre guillemets, morts, nous recevons les mêmes vibrations mentales, vitales et autres qui se traduiront par d'autres symboles, d'autres façons de voir, de comprendre ou de vivre la même réalité. Dans tous les cas, la clé de notre existence, ici ou ailleurs, est toujours notre capacité de conscience. Si nous sommes inconscients dans notre vie, nous serons inconscients de toutes les manières. La mort sera vraiment une mort et le sommeil vraiment un engourdissement. Prendre conscience de ces divers degrés de réalité est donc notre tâche fondamentale. Et quand nous aurons fait ce travail intégralement, les lignes de démarcation artificielles qui séparaient nos divers modes de vie s'écrouleront et nous passerons sans interruption ou sans trou de conscience de la vie au sommeil et à la mort. Ou plus exactement, il n'y aura plus ni mort ni sommeil, comme nous l'entendons, mais diverses manières de percevoir continuellement la réalité totale et peut-être, finalement, une conscience intégrale qui percevra tout simultanément. Notre évolution n'est pas terminée. La mort n'est pas une négation de la vie, mais un processus de la vie. Cette vie physique dans un corps physique assume par conséquent une importance particulière parmi tous nos autres modes de vie, parce que c'est en elle que nous pouvons devenir conscients. C'est le lieu du travail, dit Mère, le point où tous les plans se rencontrent dans un corps. Le lieu du travail, parce que c'est le point zéro ou presque zéro de l'évolution, et que c'est à partir du corps,
lentement, à travers d'innombrables vies, qu'un « nous », entre guillemets, indifférencié tout d'abord, s'individualise en prenant contact avec des plans de conscience de plus en plus élevés, et sur chaque plan, avec des étendues de conscience de plus en plus vastes. Il y aura donc autant de morts ou de sommeils différents qu'il y a de vies différentes, parce que c'est la même chose. Tout dépendra du degré de notre développement évolutif. Et il y a tous les degrés possibles, comme dans la vie, depuis la nullité totale jusqu'à la conscience parfaitement éveillée et individualisée. On ne peut donc pas faire de loi générale pour le sommeil et la mort, parce que tous les cas sont possibles, comme ici-bas. On peut tout au plus indiquer quelques lignes de développement. Nous avons dit que nous étions constitués d'un certain nombre de centres de conscience qui s'échelonnent depuis le dessus de la tête jusqu'en bas, et que chacun de ces centres, un peu comme un poste récepteur correspondant à diverses longueurs d'onde, est relié à divers plans de conscience d'où nous recevons constamment, à notre insu le plus souvent, toutes sortes de vibrations, physiques subtiles, vitales, mentales, ou plus hautes, ou plus basses, qui déterminent notre façon de penser, de sentir et de vivre. La conscience individuelle étant comme un filtre et sélectionnant certaines vibrations plutôt que d'autres, conformément à son milieu, ses traditions, son éducation, etc. Le principe général est que nous irons au moment du sommeil ou de la mort, par affinité, dans les lieux ou les plans avec lesquels nous avons déjà établi un lien. Mais à ce stade élémentaire, la conscience n'est pas vraiment individualisée, encore qu'elle puisse être très raffinée et très cultivée mentalement. Elle pense plus ou moins ce que tout le monde pense, sent ce que tout le monde sent et vit ce que tout le monde vit. C'est simplement un agrégat temporaire qui n'a d'autre continuité que celle du corps autour duquel tout est centré. Quand ce centre corporel meurt, tout s'éparpille en petits fragments vitaux, mentaux et autres qui vont rejoindre leurs milieux respectifs puisqu'ils n'ont plus de centre. Et quand ce centre est endormi, tout est plus ou moins endormi puisque les éléments non corporels, vitaux et mentaux n'existent vraiment qu'en fonction de la vie corporelle et pour elle. En cet état embryonnaire, la conscience retombe donc dans le subconscient lorsqu'elle s'endort. Nous employons le mot comme l'emploie Sri Aurobindo, au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui est historiquement subconscient, non pas en dessous du niveau de notre conscience de veille, mais en dessous du stade conscient de l'évolution, comme chez l'animal ou la plante. Autrement dit, la conscience retourne à son passé évolutif, qui pourra lui envoyer toutes sortes d'images chaotiques, fabriquées par la combinaison fantaisiste d'innombrables fragments de souvenirs et d'impressions, à moins qu'elle ne combine, d'une façon plus ou moins déréglée, ses activités habituelles de veille. De là, la conscience coulera dans un passé plus lointain, végétatif ou larvaire, qui sera son sommeil proprement dit, comme celui des plantes ou des animaux. Bien des étapes seront nécessaires avant que le centre véritable, psychique, et sa conscience force soient formés et ne donnent quelque cohérence et quelque continuité à cet amalgame volatile. Mais à partir du moment où le corps cesse d'être le centre principal et où l'on commence à avoir une vie intérieure indépendante des circonstances physiques et de la vie physique, et surtout quand on fait un yoga, qui est un processus d'évolution accéléré, la vie change vraiment. La mort aussi, et le sommeil aussi. On commence à exister.
C'est même la première chose dont on s'aperçoit, comme si les changements extérieurs visibles étaient précédés par des mutations intérieures d'ordre plus subtil, qui se traduiront notamment par des rêves d'une nature particulière. Nous passons du sommeil animal à un sommeil conscient ou sommeil d'expérience et d'une mort qui pourrit à une mort qui vit. Les cloisons s'effritent, qui morcelaient notre vie intégrale. Au lieu d'être projetés dans une dispersion complète faute de centre, nous avons trouvé le maître et attrapé le fil de la conscience force qui relie tous les étages de la réalité universelle. Sommeil d'expérience. Il y a bien des degrés dans ce nouveau sommeil, suivant le développement de notre conscience, depuis les rares éclairs spasmodiques sur tel ou tel plan, jusqu'à la vision continue, maîtresse d'elle-même, qui peut aller à volonté de bas en haut et de haut en bas, où bon lui semble. Note de bas de page, nous employons ici un langage tridimensionnel qui n'a pas de sens véritable, car il n'y a ni dedans, ni dehors, ni haut, ni bas. Notre langage mental est un langage plat, photographique, qui n'exprime pas grand-chose de la réalité du monde. Mais que faire? Tout dépendra ici aussi de notre conscience de veille. Normalement, nous irons par affinité sur les plans avec lesquels nous avons établi un lien. Les vibrations vitales, mentales ou autres que nous avons acceptées et qui se sont traduites en nous par des idéaux, des aspirations, des désirs, des bassesses ou des noblesses, constituent ce lien. Et, en sortant de notre corps, nous irons à la source, une source extraordinairement vivante et frappante. Nos traductions mentales et vitales dans le monde physique semblent pauvres et presque abstraites à côté de cet original-là. Alors, nous commencerons à prendre conscience des mondes immenses, innombrables, qui pénètrent et enveloppent et surplombent notre petite planète terrestre et qui déterminent sa destinée et la nôtre. Il n'est évidemment pas possible de décrire ces mondes en quelques pages, ni même en plusieurs volumes. Autant vaudrait décrire la Terre par un aperçu de la Normandie. Nous n'entendons pas les décrire au reste, mais donner seulement quelques indices qui permettront aux chercheurs de faire des recoupements avec sa propre expérience. La qualité essentielle pour cette exploration, Sri Aurobindo y a insisté bien des fois, est une claire austérité et l'absence de désir, le silence mental, sinon nous serons le jouet de toutes les illusions. Patiemment, à force d'expérience, nous apprendrons d'abord à reconnaître sur quel plan se situe notre expérience, ensuite de quel niveau il s'agit au sein de chaque plan. Cette localisation est aussi importante pour notre enquête que de distinguer sur la Terre la qualité du milieu où l'on se trouve et le pays où l'on voyage. Puis nous apprendrons à comprendre le sens de nos expériences. C'est une langue étrangère, et même plusieurs que nous devons assimiler, sans y mêler notre propre langue mentale. L'une des grosses difficultés, en effet, vient de ce que le mental est le seul langage terrestre que nous connaissions, et ces transcriptions au réveil tendront inconsciemment à brouiller ou à déformer la pureté de l'expérience. À défaut d'un guide éclairé qui pourra débrouiller cet écheveau compliqué,
Il faudra s'habituer à rester aussi silencieux que possible mentalement lorsqu'on s'éveille et à sentir intuitivement le sens de ces autres langages. On y arrive assez vite, à mesure que la conscience se développe et que les expériences se multiplient. C'est comme une forêt vierge, au début, ou un marché chinois, tout semble pareil. Puis, avec les mois et les années, on finit par reconnaître des chemins et des visages, des lieux, des signes, et une diversité plus grouillante que sur la terre. Mais comment se souvenir de son sommeil ? C'est un blanc absolu pour la plupart des êtres. Il y a un joint manquant. En fait, il y a des quantités de joints ou de ponts, comme dit Mère, comme si nous étions faits d'une série de pays reliés chacun par un pont. Il se pourra donc que nous gardions aisément le souvenir de certaines parties de notre être et de ses voyages, tandis que l'autre seront laissés dans l'oubli, faute d'un pont avec le reste de notre conscience. Quand on passe à travers ce vide, ou cette partie mal éduquée de la conscience, on oublie. C'est ce qui arrive généralement à ceux qui tombent en extase, entre guillemets. Nous y reviendrons. En principe, un être suffisamment développé parcourra toute la gamme des plans de conscience dans son sommeil et il ira jusqu'à la lumière suprême de l'esprit, Sat Chit Ananda, inconsciemment le plus souvent. Et ces quelques minutes-là seront son vrai sommeil, le vrai repos dans la détente absolue de la joie et de la lumière. Sri Aurobindo disait que la vraie raison d'être du sommeil est de rejoindre spontanément la source et de s'y retremper. De là, nous redescendons lentement à travers tous les plans mental, vital, physique subtil et subconscient, le dernier dont nous nous souvenons le plus aisément, et chaque partie de notre être y aura les expériences correspondantes. Au sein de chaque plan, il y a aussi beaucoup de zones, chacune avec son pont. La principale difficulté est d'établir le tout premier pont, avec la conscience extérieure de veille, et il n'est qu'une façon. L'immobilité totale et le silence complet au réveil. Si l'on se retourne ou si l'on bouge, tout s'évapore. Ou plutôt sous se couvre de petites rides sur le grand lac du sommeil et l'on n'y voit plus rien. Et si l'on se met à penser, ce ne sont plus des rides, mais des remous boueux qui voilent tout. La pensée n'a rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas avec le mental qu'il faut essayer de se souvenir. Il faut rester penché sur le grand lac, tranquille, comme dans une contemplation sans objet, mais très soutenue, comme s'il fallait percer cette épaisseur bleu sombre à force de la regarder. Et soudain, si nous sommes assez persévérants, nous verrons une image flotter sous nos yeux, ou peut-être seulement une trace, une odeur comme d'un pays lointain chargé d'effluves, très familier, mais insaisissable. Il s'agira alors de ne pas se précipiter sur cette trace, car elle s'évanouirait tout de suite, mais de la laisser peu à peu se préciser d'elle-même, se former, et finalement, nous retrouverons une scène. Quand nous aurons bien attrapé le fil, il suffira, en principe, de tirer lentement, sans chercher à penser, sans essayer de comprendre. La compréhension sera pour après. Si nous nous mettons à interpréter en cours de route, nous coupons toutes les communications. Et le fil nous conduira de pays en pays, de souvenir en souvenir.
Quelquefois, nous resterons butés pendant des années sur un même point du parcours, comme s'il y avait un trou de mémoire à quelques encablures. Pour construire le joint manquant, il n'y a guère qu'à être patient, et à vouloir et encore vouloir. Si l'on s'obstine, le chemin finira par se tracer, comme dans la forêt vierge. Mais le rappel au réveil n'est pas la seule méthode. On peut aussi se concentrer le soir avant de s'endormir, avec la volonté de se souvenir et de se réveiller à intervalles fixes, 1 ou 2 fois dans la nuit, pour attraper le fil à des niveaux différents. Cette méthode est particulièrement efficace. Nous savons tous qu'il suffit de vouloir se réveiller à certaines heures pour que la mécanique fonctionne parfaitement, à 1 minute près. C'est ce qu'on appelle faire une formation. Ces formations sont comme des petits nodules vibratoires émanés par la volonté qui acquièrent une existence propre, indépendante, et qui font leur travail très exactement. Note de bas de page. Nous faisons tous des formations, involontairement, avec nos désirs, nos pensées, bonnes ou mauvaises, et nous les oublions. Mais les formations, elles, n'oublient pas, et elles reviennent 2 ou 10 ans après, avec leur travail fait, la réalisation du désir, de la pensée, l'organisation des circonstances, alors que nous n'y songeons plus. Nous ne reconnaissons même pas le fruit de notre pensée et de nos désirs. Nous sommes ainsi assiégés par toutes sortes de petites entités vivantes qui continuent de vouloir se réaliser, tandis que nous ne les voulons plus. On peut faire des formations plus ou moins puissantes, plus ou moins durables, que l'on peut recharger de temps en temps, à toutes sortes de fins, et notamment pour se souvenir et se réveiller à intervalles réguliers. Et si nous persistons pendant des mois, des années s'il le faut, nous finissons par être automatiquement alertés chaque fois qu'un événement important se produira sur un plan quelconque de notre sommeil. Alors, dans le sommeil même, nous nous arrêterons, nous répéterons 2 ou 3 fois le souvenir afin de bien l'enregistrer, puis nous repartirons. Dans cet énorme champ d'expérience, nous ne pouvons souligner que quelques points pratiques d'ordre général qui frapperont le chercheur au début de son enquête. Tout d'abord, il faut bien distinguer les rêves ordinaires du subconscient des expériences. Les expériences ne sont pas des rêves, bien que nous ayons l'habitude de tout mélanger. Ce sont des événements réels auxquels nous avons participé sur tel ou tel plan. Ils se distinguent des rêves ordinaires par leur intensité particulière. Tous les événements du monde physique extérieur, si exceptionnels soient-ils, semblent pâles à côté de ces événements-là. Ils laissent une impression profonde et un souvenir plus vivant que n'importe lequel de nos souvenirs terrestres, comme si nous avions soudain touché un mode de vie plus riche. Pas nécessairement plus riche par la configuration extérieure ou par les couleurs, qui pourtant peuvent être d'un incroyable éclat, surtout dans le vital, mais par le contenu. Quand le chercheur, au réveil, aura cette impression débordante, comme d'avoir baigné dans un monde chargé de signes qui veulent dire plus d'une chose à la fois. Nos événements du monde physique ne veulent dire qu'une chose à la fois, rarement plus, et devant lesquels on pourrait rester longtemps sans épuiser leur sens, tant ils semblent chargés de ramifications invisibles et de profondeurs étagées. Ou lorsqu'il aura assisté ou participé à certaines scènes qui semblent infiniment plus réelles que nos scènes physiques, toujours plates, comme si elles se cognaient tout de suite contre un fond dur et un peu photographique, il saura qu'il a eu une expérience véritable, non un rêve.
il est un autre fait remarquable. Plus on s'élève dans l'échelle de la conscience, plus la qualité de la lumière change. Les différences de luminosité sont un indicatif très sûr du lieu où l'on se trouve et même du sens des choses. Et il y a toute la gamme, depuis les tons sales du subconscient, gris, marron, noir, les teintes vibrantes du physique subtil, les couleurs éclatantes du vital, qui, notons-le, ont toujours une nuance artificielle et choquante, un peu dure, c'est la région la plus trompeuse qui soit, jusqu'aux lumières du mental, qui deviennent de plus en plus puissantes et pures à mesure que l'on remonte vers l'origine. À partir du supramental, dont nous reparlerons plus tard, il y a une différence radicale de vision. Les objets, les êtres ou les choses que l'on voit ne semblent plus éclairés du dehors, platement, comme nous le sommes par le soleil, ils sont lumineux en soi. Et finalement, ce n'est plus tant une extériorisation qu'une extase dans une lumière immobile, éblouissante, dépouillée de tous les tapages et les incidents sensationnels des plans inférieurs. Quand on peut entrer en contact avec cette lumière, on est autant reposé en quelques minutes qu'en 8 heures de sommeil. C'est ainsi que les yogis se passent de sommeil. C'est ainsi que quelques minutes de concentration dans la journée peuvent reposer autant qu'une marche en plein air. Le corps a une incroyable endurance. C'est l'agitation psychologique qui fatigue. En dehors des événements d'ordre universel auxquels nous pourrons être mêlés, nous nous apercevrons que le sommeil est une mine de renseignements sur notre état individuel. Tous les étages de notre être s'éclairent d'une exacte lumière, comme si dehors, pendant la veille, nous avions vécu comme des sourds-muets ou des hommes de plâtre, et que subitement tout s'éveille à une vie plus vraie que la vie. Ces divers niveaux intérieurs peuvent se présenter comme des chambres ou des maisons dont les moindres détails sont révélateurs. Quand on va à la découverte de son être intérieur, raconte Mère, et des différentes parties qui le composent, on a très souvent l'impression de pénétrer dans une salle ou une chambre, et suivant la couleur, l'atmosphère, les choses qu'elle contient, on a la perception très claire de la partie de l'être que l'on est en train de visiter. Alors on peut passer dans des pièces de plus en plus profondes, qui ont chacune leur caractère propre. Parfois, au lieu de chambre, nous trouverons des êtres de toutes sortes. Toute une petite famille, voire une ménagerie, qui sont l'expression des diverses forces ou vibrations que nous avons pris l'habitude d'accueillir en nous et qui constituent notre, entre guillemets, nature. Et ce ne sont pas des êtres de rêve, entre guillemets. Ce sont des êtres véritables que nous abritons. Les forces sont conscientes, les vibrations sont conscientes. Êtres ou forces, conscience ou force, sont deux visages simultanés d'une même réalité. Nous verrons ainsi d'une façon singulièrement vivante ce que nous voulons ou ne voulons plus tolérer en nous. Une autre observation frappera le chercheur par sa récurrence presque quotidienne. Il s'apercevra après coup qu'il a eu, la nuit, la prémonition exacte de tous les événements psychologiques importants qui ont eu lieu dans la journée. D'abord, il pensera à une simple coïncidence, où il ne verra pas bien le lien.
Puis quand le fait se sera répété des centaines de fois, il commencera à être sur ses gardes. Et enfin, quand il sera tout à fait éveillé, il pourra voir venir et prendre des mesures protectrices à l'avance. Par exemple, nous avons eu une crise de dépression dans la journée, où nous sommes entrés dans une colère violente. Nous avons eu un mouvement de révolte, une obsession sexuelle, etc. Ou pour prendre un exemple d'un ordre apparemment différent, nous avons manqué 2 ou 3 fois de tomber par terre et de nous casser un membre, ou nous avons attrapé une bonne fièvre. Et nous nous apercevons que chacun de ces petits incidents, tout à fait banaux, correspondent exactement à d'autres incidents, symboliques le plus souvent, symbolique parce que ce n'est pas le fait exact mais une transcription mentale au réveil, dont nous avons eu l'expérience la nuit précédente, soit que nous avons été attaqués en rêve, entre guillemets, par quelque ennemi, soit que nous avons été mêlés à des péripéties malencontreuses ou que nous avons dû parfois exactement tous les détails qui entoureront la scène psychologique du lendemain. Il semblerait décidément que quelqu'un, entre guillemets, est tout à fait éveillé en nous et très soucieux de nous faire toucher du doigt tous les pourquoi et tous les rouages cachés de notre vie psychologique, toutes les raisons de nos chutes ou de nos progrès. Car inversement, nous pourrons avoir la prémonition de tous les mouvements psychologiques heureux, qui se traduiront le lendemain par un progrès, une ouverture de conscience, une légèreté, un élargissement intérieur, et nous verrons que la nuit d'avant, il y avait eu telle lumière, telle ascension, tel écroulement de murs ou de maisons, symbolique de nos résistances ou des constructions mentales qui nous enfermaient. Et nous serons d'autant plus frappés que ces prémonitions, d'habitude, ne s'attachent pas à des événements jugés importants sur notre plan physique, comme la mort d'un parent ou un succès mondain, encore que des prémonitions puissent venir aussi, mais à des détails sans importance extérieure, parfaitement triviaux, mais toujours très utiles pour notre progrès intérieur. Ce sera le signe que notre conscience se développe. Au lieu de recevoir inconsciemment les vibrations mentales, vitales ou autres, qui vont façonner notre vie sans que nous en sachions rien, et que nous prendrons ingénument pour nôtres, nous dirons c'est notre colère, notre dépression, notre obsession sexuelle ou notre fièvre, nous commencerons à voir venir. Ce sera la preuve visible, étayée par des centaines d'expériences nuit après nuit, que tout le jeu de notre nature frontale vient du dehors, d'un mental universel, d'un vital universel ou de régions plus hautes, si nous sommes capables de nous brancher plus haut. Et ce sera le commencement de la maîtrise. Car une fois que l'on a vu, et même prévu, on peut changer le cours des circonstances. La vie terrestre est le lieu, simultanément, du déterminisme le plus rigoureux, le plus aveugle, et de la liberté conquise. Tout dépend de notre conscience. Un disciple avait écrit à Sri Aurobindo pour lui dire ses rêves, entre guillemets, et cette sorte de coïncidence bizarre entre les incidents nocturnes et diurnes. Voici ce qui lui fut répondu. Comprenez que ces expériences ne sont pas simplement des imaginations ou des rêves, entre guillemets, mais des événements véritables. C'est une erreur de croire que nous vivons physiquement seulement avec notre vie et notre mental extérieur. Constamment, nous vivons et nous agissons sur d'autres plans de conscience. Nous y rencontrons d'autres personnes et agissons sur elles. Et ce que nous faisons, pensons, sentons là-bas, les forces que nous rassemblons, les résultats que nous préparons, ont une importance et un effet incalculables, inconnus de nous, sur notre vie extérieure. Tout ne se réalise pas de ce que nous voyons ou faisons là-bas,
et ce qui se réalise prend souvent une autre forme dans le monde physique, encore que, parfois, la correspondance puisse être exacte. Mais le peu qui filtre est à la base même de notre existence extérieure. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons et entendons dans la vie quotidienne est préparé derrière le voile, au-dedans de nous. Il est donc immensément important pour ce yoga, qui vise à la transformation de la vie, de devenir conscient de ce qui se passe dans ces domaines, d'être le maître là-bas et capable de sentir, de reconnaître et de manipuler les forces secrètes qui déterminent notre destinée et notre croissance extérieure et intérieure, ou notre déclin. Sommeil d'action. Du sommeil animal, nous sommes passés au sommeil conscient ou sommeil d'expérience. Puis nous passons au sommeil d'action. C'est le 3e stade. Pendant longtemps, en effet, si conscient soit-il, notre sommeil reste un état passif. Nous sommes seulement le témoin des événements, le spectateur impuissant de ce qui arrive à telle ou telle partie de notre être. Car il s'agit toujours d'une partie de notre être. Soulignons le bien pour que nous puissions avoir l'impression, au moment de l'expérience, que, bien que nous puissions avoir l'impression au moment de l'expérience que c'est la totalité de notre être qui souffre, se bat, voyage, etc. De même que nous pouvons avoir l'impression, quand nous discutons politique ou philosophie avec un ami, que c'est tout nous-mêmes qui discutent, alors qu'il s'agit seulement d'une fraction mentale ou vitale. À mesure que le sommeil devient conscient, nous passons des impressions aux réalités frappantes. Où est le concret? De quel côté l'objectif? On se le demande. Et nous voyons que nous sommes constitués d'une masse hétéroclite de fragments mentaux, vitaux ou autres, qui ont une existence indépendante, avec leurs expériences indépendantes, chacun sur son plan particulier. La nuit, quand le lien du corps n'est plus là, ni la tyrannie du mental, cette indépendance éclate d'une façon très remarquable. Les petites vibrations agglutinées par nous, qui constituent notre, entre guillemets, nature, se débandent en petits êtres de notre être qui courent ici et là, et nous découvrons toutes sortes d'inconnus en nous dont nous ne soupçonnions pas l'existence. En d'autres termes, ces fragments ne sont pas intégrés autour du vrai centre psychique. Et n'étant pas intégrés, nous sommes impuissants à intervenir pour modifier le cours des circonstances. Nous sommes passifs parce que le vrai nous est le psychique et que la plupart de ces fragments n'ont aucun lien avec le psychique. La nécessité de l'intégration apparaît bien vite si nous voulons être le maître, non seulement ici, mais là-bas et de toutes les manières. Quand nous sortons de notre corps et que nous allons dans certaines régions du vital inférieur, par exemple, qui correspond aux zones basses du ventre et du sexe, la partie de notre être qui s'est extériorisée dans ce domaine y fait le plus souvent des expériences très désagréables. Elle est attaquée par toutes sortes de forces voraces et nous avons ce qu'il est convenu d'appeler un cauchemar, dont nous nous sauvons en nous reprécipitant aussi vite que possible dans notre corps où nous sommes à l'abri. Si cette même partie de notre être a consenti à s'intégrer autour du centre psychique, elle peut sans danger sortir dans ces mêmes régions assez infernales, car elle sera armée de la lumière psychique. Le psychique est une lumière, c'est un fragment de la grande lumière originelle. Il suffira qu'elle se souvienne de cette lumière, ou du maître, ce qui est la même chose, au moment où elle est attaquée,
pour que toutes les forces adverses se dispersent. En se souvenant, elle a appelé la vraie vibration qui a le pouvoir de dissoudre ou de disperser toutes les vibrations de moindre intensité. Il y a même un stade de transition fort instructif où nous assistons impuissants à de terribles poursuites notamment, puis tout à coup dans sa détresse, ce fragment de nous-mêmes se rappelle la lumière ou le maître et la situation se renverse. De même, nous pouvons rencontrer toutes sortes de gens sur ces plans, connus ou inconnus, proches ou lointains, vivants ou morts. C'est toujours vivant que l'on appelle mort, dit Sri Aurobindo, qui sont sur la même longueur d'onde, et être le témoin ou l'associé impuissant de leur mésaventure, qui, nous le savons, pourront se traduire par des événements terrestres fâcheux pour les vivants. Tous les coups là-bas sont des coups pour ici, tout ce qui se passe là-bas prépare ce qui se passe ici. Mais si, au moment de l'expérience, ce fragment de nous-mêmes, qui est avec le fragment correspondant de cet ami, ces inconnus ou ces morts, entre guillemets, se rappelle la lumière, c'est-à-dire s'il est intégré autour du psychique, il peut retourner le cours des circonstances. Aider un ami ou un inconnu en détresse, un désincarné à franchir un mauvais passage ou à sortir d'un mauvais lieu, se délivrer lui-même de certaines associations malsaines, il y a tant d'endroits où nous sommes réellement prisonniers. Nous donnerons un seul exemple que nous choisirons volontairement négatif et aussi banal que possible. X rêve, entre guillemets, qu'elle se promène avec son ami au bord d'un étang aux eaux merveilleusement claires, apparemment, lorsque tout à coup, un serpent jaillit du fond de l'étang et mord son ami à la gorge. Elle fait quelques tentatives pour protéger son ami, mais prend peur, et, poursuivie à son tour par le serpent, s'enfuit à la maison, entre guillemets, dans son corps. Le lendemain, elle apprend que son ami est malade, complètement aphone, et elle-même est poursuivie toute la journée par une série de petits accidents larvés intérieurs et extérieurs. Si elle avait été activement consciente, centrée, rien ne serait arrivé. La force adverse serait enfuie. De fait, il est des exemples contraires où des accidents ont été, entre guillemets, miraculeusement évités parce qu'ils avaient été vaincus la nuit d'avant par un ami consciencieux, sinon par soi-même. Nous pouvons donc participer utilement à toutes sortes d'activités qui préparent nos lendemains personnels ou des lendemains plus vastes selon nos capacités. Un être conscient, pas plus grand que le pouce d'un homme, se tient au centre de notre moi. Il est le maître du passé et du présent. Il est aujourd'hui et il est demain, dit la Katha Upanishad 4, 12, 13. Il faut avoir fait de nombreuses expériences avec vérification chaque fois qu'il est possible pour comprendre à quel point ces rêves ne sont pas des rêves. Il est des emprisonnements ici qui ne peuvent être dénoués que quand nous avons dénoué l'emprisonnement là-bas. Le problème d'action est donc lié au problème d'intégration. Cette intégration est d'autant plus indispensable que quand nous n'avons plus de corps, c'est-à-dire quand nous sommes soi-disant morts, ces fragments n'ont plus la ressource de se reprécipiter dans notre corps pour se protéger. S'ils ne sont pas intégrés, ils souffrent bien des désagréments. C'est là sans doute l'origine de nos histoires d'enfer qui ne concernent, on ne saurait trop le répéter, que quelques fragments inférieurs de notre nature. Car les plans inférieurs, notamment le vital inférieur qui correspond à la région du nombril et du sexe, la plus difficile à intégrer naturellement, sont peuplés de forces faméliques.
Comme disait un jeune disciple de Pondichéry, parti prématurément, qui était venu raconter à son ami dans le sommeil comment s'était passé le voyage. Just behind your world, there is no law and order. Juste derrière votre monde, il n'y a pas d'ordre public. Laconisme bien britannique pour parler des enfers. Et il ajoutait: j'avais la lumière de mer, le maître, et j'ai traversé. Peut-être faut-il préciser, car l'expérience est typique de bien des morts, que la rencontre des deux amis avait eu lieu dans les régions supérieures du vital, qui correspondent au centre du cœur, au milieu de ces beaux jardins colorés que l'on rencontre souvent là-bas et qui constituent l'un des innombrables soi-disant paradis de l'autre monde. Ce sont des paradis qui plafonnent bas. Généralement, le désincarné y reste aussi longtemps que son désir, puis il se lasse et va dans le lieu du vrai repos, dans la lumière originelle, avec son âme, en attendant l'heure de retour. Dire qu'un individu va dans l'enfer éternel est une cruelle absurdité. Comment l'âme, cette lumière, pourrait-elle jamais être prisonnière de ces basses vibrations ? Autant dire que l'infrarouge est le maître de l'ultraviolet. Le semblable va avec le semblable, toujours et partout, ici-bas ou ailleurs. Et qu'est-ce qui pourrait être éternel, vraiment, sauf l'âme, sauf la joie? S'il y avait un enfer sans fin, ce ne pourrait être qu'un lieu d'extase sans fin, dit Sri Aurobindo, car Dieu est joie et Ananda. Il n'est pas d'autre éternité que l'éternité de sa béatitude. Ainsi, à mesure que notre être s'intégrera autour du psychique, il passera d'un sommeil passif à un sommeil actif, si tant est que l'on puisse encore parler de sommeil, et d'une mort difficile à un voyage intéressant ou à une autre forme de travail. Mais là aussi, il y aura tous les degrés, suivant l'ampleur de notre conscience, depuis la petite action qui se borne au cercle restreint des gens vivants ou morts que nous connaissons, ou des mondes qui nous sont familiers, jusqu'à l'action universelle de quelques grands êtres dont le psychique a en quelque sorte colonisé de grandes étendues de conscience et qui, par leur lumière silencieuse, protègent le monde. Pour terminer ces brèves généralités, qui sont tout au plus des signes de piste pour le chercheur, nous pouvons faire une dernière observation. Il s'agit des prémonitions. Peut-être n'a-t-on pas dit assez que le seul fait que l'on puisse avoir des prémonitions est bien le signe que les événements existent déjà quelque part, avant de se produire ici. Ils n'existent pas en l'air. Nous qui sommes si minutieux pour les réalités matérielles, nous accordons au phénomène des mondes moins matériels le bénéfice tout gratuit d'une incohérence ou d'un vague qui ne tient qu'à notre propre esprit. Or, on s'aperçoit, à l'expérience, que tout est parfaitement rationnel, sinon raisonnable. Non seulement la luminosité s'intensifie à mesure que l'on gravit les degrés de la conscience, mais le temps devient de plus en plus rapide. Il couvre de plus en plus d'espace, si l'on peut dire, ou des événements de plus en plus lointains, vers l'avenir ou vers le passé, et finalement on débouche dans cette lumière immobile où tout est déjà. Simultanément, ou comme un corollaire, on observe que suivant le plan de conscience où se situe notre vision prémonitoire, l'accomplissement terrestre est plus ou moins proche ou lointain. Quand on voit dans le physique subtil
par exemple, qui bordent notre monde. La transcription terrestre est presque immédiate. Quelques heures ou un jour après, on voit l'accident et le lendemain, on attrape l'accident. Et la vision est très précise dans les moindres détails. Plus on s'élève dans l'échelle de la conscience, plus l'échéance de la vision est lointaine et plus sa portée est universelle. Mais moins les détails d'exécution sont visibles, comme si le fait vu était inéluctable, certes, à condition que notre vision soit assez pure de tout égoïsme, mais avec une marge d'incertitude quant aux modalités de réalisation. Cette marge d'incertitude représente, en un sens, les péripéties ou les déformations de la vérité d'en haut quand elle descend de plan en plan pour se réaliser terrestrement. Toutes sortes de conclusions intéressantes peuvent se dégager de cette observation, mais notamment le fait que plus on est conscient sur la Terre, c'est-à-dire capable de monter haut dans l'échelle de la conscience et de se rapprocher de l'origine, plus on rapproche aussi la Terre de l'origine en annulant les déterminismes déformants des plans intermédiaires. Ceci peut avoir non seulement des conséquences individuelles considérables pour la maîtrise et la transformation de notre propre vie, mais des conséquences générales pour la transformation du monde. On a beaucoup discuté le problème de la liberté et du déterminisme, mais c'est un problème mal vu. Il n'y a pas liberté ou déterminisme, il y a liberté et quantité de déterminisme. Nous sommes soumis, dit Sri Aurobindo, à une série de déterminismes superposés, physique, vital, mental et plus haut, et le déterminisme de chaque plan peut modifier ou annuler le déterminisme du degré immédiatement en dessous. Par exemple, dans le microcosme, une bonne santé physique et une longévité donnée peut être modifiée par le déterminisme vital de nos, entre guillemets, passions et de nos, entre guillemets, dérèglements, lequel peut à son tour être modifié par le déterminisme mental de notre volonté et de notre idéal, qui peut être modifié par la loi plus grande du psychique, et ainsi de suite. La liberté est de passer à un plan supérieur. De même pour le destin de la Terre. Ce sont les mêmes forces qui meuvent le microcosme ou le macrocosme. Et si nous, qui sommes éminemment le point d'insertion de tous ces déterminismes dans la matière, nous sommes capables de nous élever à un plan de conscience supérieur, nous contribuons automatiquement à la modification de tous les déterminismes inférieurs et à l'accession de la Terre à une liberté plus grande. Jusqu'au jour où, nous le verrons, par l'intermédiaire des pionniers de l'évolution, nous pourrons nous élever à un plan supramental qui modifiera le destin présent du monde comme le mental a modifié son destin aux environs du tertiaire. Et peut-être, en fin de compte, si tant est qu'il y ait une fin, la Terre touchera-t-elle le déterminisme suprême qui est la liberté suprême et l'accomplissement parfait. Nous sommes, chacun, par notre travail de conscience, un agent de résistance aux fatalités qui pèsent sur le monde et un ferment de liberté ou de divinisation de la Terre. Car l'évolution de la conscience a un sens pour la Terre.